mon mot de minuit est père. Père, le père, hein, qui a tué mon père et mon propre père, puisque finalement le trouble du moment, c'est que le moment où j'incarne le père d'Édouard Louis, je retrouve mon propre père dans la vraie vie, dans le réel, que je n'avais pas eu depuis 33 ans. Et donc évidemment, ce mot-là est un mot qui me hante en ce moment, le mot père. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Le général cria « Déshabillez-la ». Les policiers se jetèrent sur elle, qui résista bravement, mais ils étaient les plus forts et ils réussirent à déchirer complètement sa robe. Lorsqu'on vit ses sous-vêtements, le général Alouani se mit à rire. « Mais c'est une beauté. Quelle chance tu as, Arbi. Ta femme a un soutien-gorge en coton molletonné. C'était à la mode il y a quelque temps. On appelait ça un soutien-gorge antari. » La plaisanterie de son Excellence le général mit en gaieté les personnes présentes qui firent assaut de commentaires ironiques. Le général prit un ton badin. « Enlevez-lui son soutien-gorge, on va voir à quoi ressemblent les nichons de ta femme. Moi, je t'assure, j'aime les grands tétons bruns. » Les policiers déchirèrent son soutien-gorge, découvrant les seins de la femme qui poussa un long cri. L'homme alors s'écroula. « Assez, Pacha, je vais parler, je vais parler. » Le lieutenant s'approcha de lui. « Tu vas parler, fils de pute, ou je laisse les policiers la féconder. »« Je vous jure que je vais parler. Tu fais partie de l'organisation ? » ?»« Oui. »« Quel district ? » ?»« Chobra El Haïma. »« Quel est ton responsable ? » ?»« Abdallah El Metwali. » Le silence régna pendant un instant. Le général Ouani s'éloigna de quelques pas en direction de la porte, puis il fit signe au lieutenant d'approcher. « Si vous aviez amené sa femme dès le début, vous vous seriez épargné toute cette fatigue. » Le lieutenant Tarek sourit avec reconnaissance. « Dieu vous garde, mon général. Tous les jours, votre Excellence nous donne une nouvelle leçon. » Le général Alouani lui jeta un regard paternel. « Fais une vidéo des aveux et écris le rapport. Je t'attends dans mon bureau. » Si je me permets de vous relire aujourd'hui ce que je vous avais déjà lu, en tout cas un extrait de ce livre « J'ai couru vers le Nil », roman traduit de l'arabe par Gilles Gauthier et signé Ala El Aswani, c'est parce que cet auteur égyptien, dont on se souvient sans doute de l'immeuble Yacoubian, est poursuivi pour insulte en Égypte, pour insulte envers le président, les forces armées et les institutions judiciaires. Son crime, en la circonstance, est d'avoir, dans ce livre, voulu parler de la révolution ou du printemps égyptien de 2011. Donc je vous conseille, je vous reconseille la lecture de ce livre. Actuellement, son auteur, Ala El Aswani, est enseignant aux États-Unis, mais il craint pour sa famille et ses amis restés en Égypte. C'est Des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. À l'origine de Stanislas Nordet, une comédienne et un cinéaste. Dans l'actualité de l'actuel directeur du Théâtre National de Strasbourg, excusé du peu, le partage de midi de Claudel et l'explosif désir amoureux. Je suis Fassbinder de Folk Richter et l'éreintement du monde. John de Wajdi Mouawad et le suicide adolescent. Et Avignon à venir. Et Qui a tué mon père d'Édouard Louis, alias Eddie Bellegueule, et la réhabilitation du géniteur. Nordet se met en scène pour porter remarquablement ce texte écrit pour le théâtre. Et, concomitance, cet inconditionnel du verbe et des mots renoue avec un père, Jean-Pierre Mocky, sorti du décor depuis 30 ans. La critique qualifie comme suit celui qui fait du comédien le cœur de son propos. Fiévreux, lumineux, ardent, ascétique, plus qu'exigeant. Il a commencé tôt avec Marivaux, il avait 20 ans et des poussières, il en a 52, et la transmission est une autre de ses valeurs cardinales. Bien sûr, il enseigne, son théâtre citoyen est souvent d'intervention, et les 50 ans du TNS lui sont une occasion de le penser dans l'avenir, et surtout pour ceux qui n'y viennent pas encore. Musique également dans cette émission avec Malik Djoudi et son positionnement original sur la scène électropop. C'est Des mots de minuit, entrez, vous êtes chez vous. Stanislas Nordet, je vous ai déjà un peu présenté dans le sommaire. Il y a une précision que je voudrais avoir.
aujourd'hui, vous avez passé les 50 ans, et je lisais dans votre biographie que ce qui vous avait sidéré dans le théâtre, c'était le théâtre, l'établissement d'Oxford, alors que vous aviez 15 ans et que vous faisiez un voyage de jeunesse. Est-ce que c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que le gamin que vous étiez persuade sa mère de créer un cours de théâtre, qu'elle vous y fasse donner des cours, etc., etc. Qu'est-ce qui vous a fasciné à ce point ? C'était vraiment olfactif. C'était l'odeur du vieux théâtre, l'odeur du bois, l'odeur des loges. C'était un vieux théâtre dans l'université. Et c'est physique, c'est-à-dire c'est sensuel ce qui s'est passé, charnel. Il y a quelque chose qui m'a pris comme une fragrance, quelque chose qui est rentré et qui ne pouvait plus sortir après, et qui était à la fois ce mélange, je pense, c'était un vieux bâtiment, donc c'était un bâtiment qui avait une mémoire, et en même temps je sentais que c'était l'endroit du présent, où tout était possible. Donc il y avait un mélange de ces deux choses-là, et qui d'une certaine manière ne m'a jamais quitté, parce que encore aujourd'hui je pense que c'est les bâtiments de théâtre qui me portent, qui m'emportent, et y compris tout ce qu'il y a, avant une représentation, je vais souvent dans les dessous du théâtre, et c'est là que je me refais mon texte. L'architecture, le fait que ça existe, ces bâtiments-là, il y a quelque chose qui m'a happé. Est-ce vrai, question subsidiaire, c'est la raison pour laquelle quand vous étiez au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, milieu des années 80 ou fin des années 90, vous avez tout remis en bois, enfin, vous avez mis du bois partout? Oui, oui, c'était ça. J'ai toujours aimé Aujourd'hui, on construit souvent des théâtres qui sont un petit peu aseptisés, qui sont d'ailleurs pas faits forcément pour les acteurs, qui sont plus faits pour les metteurs en scène, des boîtes dont les acoustiques sont pas forcément très bonnes. Et je trouve que c'est des maisons, en fait. C'est des maisons, et je crois que si les spectateurs sont... Pourquoi est-ce que, par exemple, les spectateurs sont toujours très attirés par la cartoucherie de Vincennes et tout le travail d'Ariane Mnouchkine? C'est bien sûr pour le travail d'Ariane, mais c'est aussi parce qu'on rentre dans ces endroits-là comme dans une maison. On est accueilli à un endroit qui est un endroit où on revit une autre expérience qu'on ne peut pas vivre chez soi, et qui est aussi une expérience de convivialité, de communauté. Où vous sentez-vous le mieux aujourd'hui? Donc, j'ai dit que vous étiez comédien, que vous étiez acteur, metteur en scène de théâtre, metteur en scène d'opéra. Quelle est la fonction qui vous définit le mieux? Ou est-ce que de toute façon c'est un syncrétisme et que tout va ensemble sans préférence? Quel est votre luxe? Le luxe, c'est l'acteur. Le luxe, c'est l'acteur. Mais en même temps, c'est très indissociable. C'est-à-dire, j'ai toujours eu peur, moi, de me répéter, de m'ennuyer, de refaire la même chose. Pour moi, un artiste qui se répète, c'est un artiste mort. Donc, multiplier les casquettes et les entrées, c'est une manière d'être toujours en éveil. Donc je pense que, par exemple, si je n'étais qu'acteur, ou si je n'étais que metteur en scène, ou si je n'étais que directeur de théâtre, il y aurait quelque chose qui n'irait pas. Effectivement, les choses se complètent, mais quand même, aujourd'hui, ce qui me porte le plus, mais parce que c'est physique aussi, c'est être sur un plateau de théâtre face à des spectateurs. J'ai toujours pensé que l'acteur était le centre de la représentation théâtrale. Le metteur en scène, c'est très bien, mais on pourrait s'en passer finalement. L'acteur, il est... moi, quand je vais au théâtre et que je suis emporté, c'est parce qu'il se passe quelque chose chez l'acteur. C'est toujours pour ça. Il peut y avoir un beau décor, il peut y avoir une intelligence extrême de la mise en place des dispositifs scéniques. C'est quand même par l'acteur que quelque chose d'inouï arrive. Un mot, vous avez dit, au passage, vous étiez directeur. C'est chiant d'être directeur parce que c'est administratif, ou est-ce que c'est intéressant parce que c'est le pouvoir de faire? C'est les deux. Hein, c'est plus passionnant que chiant. Disons que ce qui est passionnant, c'est que ça permet de... moi, pourquoi est-ce que j'ai repris, par exemple, la direction d'un théâtre? Je n'avais pas fait depuis très longtemps. Pourquoi j'ai repris la direction du Théâtre National de Strasbourg? Il y avait deux raisons. Parce qu'il y avait une école, déjà. Une école qui forme des metteurs en scène, des décorateurs, des costumiers, des acteurs, des dramaturges, et qui donc permet, là c'est passionnant, la transmission a toujours été très importante pour moi.
quoi que ce soit. Quand je transmets un texte sur le plateau de théâtre, quand je fais Édouard Louis, je transmets un texte. Quand je transmets à des étudiants du savoir-faire, je transmets. Donc ça, c'est important. Et au-delà de ça, ce qui est formidable dans un théâtre comme le TNS, c'est que ça permet de... C'est un abri pour d'autres artistes. Donc c'est aussi pour ça. C'est-à-dire, ça permet de faire exister des spectacles qui peut-être n'existeraient pas si on n'était pas là. Finalement, en tant que metteur en scène, moi, c'est plus confortable de faire des mises en scène quand je ne suis pas directeur. C'est plus simple. Mais j'ai repris un théâtre pour les autres, finalement. Je n'en avais pas la nécessité moi-même, mais j'avais envie de faire bouger des choses et de faire bouger des choses aussi sur toute la question de la décentralisation théâtrale. Un mot qui vous va bien, c'est le mot troupe, hein, au-delà du comédien, du comédien solitaire. Édouard Louis, Qui a tué mon père, Stanislas Nordet, qui incarne, non pas Édouard Louis, mais le texte d'Édouard Louis. Vous incarnez le texte. Comment s'est passée cette rencontre et comment est-ce que vous avez aimé et pourquoi vous avez aimé ce texte-là? Alors la rencontre, elle est d'abord littéraire. Hein. J'avais lu En finir avec Eddie Bellegueule, puis j'avais découvert Histoire de la violence et j'ai demandé à la maison d'édition de pouvoir en faire une lecture au TNS à Strasbourg, que j'ai lu en public. J'ai invité à cette occasion-là Édouard Louis que je ne connaissais pas. On a été manger après, boire, c'était très sympathique. Et à la fin de la soirée, je lui ai dit comme ça, un peu comme une bravade, comme ça, si un jour tu as envie d'écrire pour le TNS, tu es le bienvenu. Il ne m'a rien dit sur le moment et un an après, il m'a envoyé ce texte en me disant, ben voilà, j'ai écrit pour le TNS. J'ai lu le texte, donc je ne savais pas si j'allais l'aimer, et il y a tout de suite quelque chose qui m'a attrapé, mais qui a attrapé d'abord l'acteur. J'ai tout de suite vu que c'était une langue à dire, et j'ai aimé aussi dans son mouvement d'écriture le fait que je trouvais que son écriture, il est jeune Édouard, hein, il a 26 ans, que son écriture avançait, creusait, qu'il y avait un travail, je voyais comment ça grandissait. Et au début, je me suis posé de vraies questions. Je ne savais pas si ça serait un objet théâtrage. J'ai eu peur pour le metteur en scène, Stanislas Nordet, on va dire. Est-ce que c'est littéraire ou est-ce que c'est dramatique? Oui, je ne savais pas ça, je ne pouvais pas me rendre compte. Je savais que c'était fait pour l'acteur, donc c'est déjà une première preuve, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire scéniquement. Et c'est intéressant parce que, au-delà du fait que ce texte est dédié à Xavier Dolan, c'est-à-dire les premiers mots, si ce texte était un texte de théâtre, c'est avec ces mots-là qu'il faudrait commencer. Un père et un fils sont à quelques mètres l'un de l'autre, dans un grand espace vaste et vide. Voilà pour la didascalie d'introduction. Hein. Si ce texte était un texte de théâtre, ça fait bien écho au doute que vous dites. Je vous poserai la question après. On va regarder un extrait. Hein, de Qui a tué mon père. C'est au Théâtre de la Colline. Ça fait partie de l'une de vos actualités, parce que vous en avez beaucoup, depuis toujours. Vous êtes un boulimique. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. On regarde un extrait, et après, je vous interroge sur une question très précise. Extrait. Abandonner l'école le plus vite possible était une question de masculinité pour toi. C'était la règle. Dans le monde où tu vivais, être masculin, ne pas se comporter comme une fille, ne pas être un PD. Il n'y avait que les filles et les autres, ceux qui étaient suspectés d'avoir une sexualité déviante, pas normale, qui acceptaient de se soumettre aux règles de l'école, à la discipline, à ce que les professeurs demandaient ou exigeaient. Pour toi, construire un corps masculin, cela voulait dire résister au système scolaire, ne pas te soumettre aux ordres, alors, et même, affronter l'école et l'autorité qu'elle incarnait. Au collège, un de mes cousins avait giflé un professeur devant toute sa classe. On parlait toujours de lui comme d'un héros. La masculinité. Ne pas se comporter comme une fille. Ne pas être un PD. Ce que ça voulait dire, c'était sortir de l'école le plus vite possible pour prouver sa force aux autres. Le plus tôt possible, pour montrer son insoumission. Et donc, c'est ce que j'en déduis, construire sa masculinité, c'était se priver
destin social que les études auraient pu permettre. La masculinité t'a condamné à la pauvreté, à l'absence d'argent. Haine de l'homosexualité égale pauvreté. Voilà, là on a cette dimension du texte où il est question de l'homosexualité qui, dans le village de la Somme où habite Édouard Louis, Eddie Bellegueule, ceci est forcément stigmatisé à l'extérieur, à l'école, mais aussi dans la famille. Il y a d'autres entrées sur le texte, on va y venir dans une seconde, mais la question que je voulais vous poser juste avant cet extrait, c'est comment est-ce qu'on apprend à parler Édouard Louis ? Parce que, je disais tout à l'heure, vous incarniez le texte, au-delà du fait que vous vous mettez en scène, mais vous incarnez le texte, donc vous apprenez cette langue-là. Je pense à Wajdi Mouawad aussi, et avec la reprise de John, vous avez voulu garder le québécois, alors qu'il y a des adaptations françaises. Donc la question de la langue est centrale chez vous. Comment vous apprenez du Édouard Louis ? Ben, là, encore une fois, c'est physique, hein, parce que apprendre du texte, il y a la question du plaisir qui est très importante. C'est-à-dire qu'en général, quand on est à l'école, au lycée, au collège, on vous force à apprendre par cœur des choses, donc vous perdez un peu parfois le plaisir de faire rentrer en vous des mots qui ne sont pas les vôtres. Il y a quelque chose qui est forcé. Moi, j'ai cette chance de choisir quasiment tous les textes que je dis, donc c'est comme de la très bonne nourriture, hein, c'est quelque chose, le moment de l'apprentissage est pour moi, on va dire, le moment le plus important dans une création, c'est-à-dire que si j'apprends bien mon texte, si tout le moment j'apprends un texte comme celui-ci en 3 mois, on va dire, je mets en place des protocoles, je pars marcher, j'apprends toujours en marchant, plutôt en forêt, donc j'apprends à haute voix aussi, je projette le texte à haute voix au moment où je l'apprends. Et il y a quelque chose qui se passe physiquement, c'est-à-dire que je respecte beaucoup le rythme de la phrase, c'est-à-dire que la phrase est on va dire un indicateur rythmique pour moi, c'est-à-dire que si une phrase est courte, je la respecte, si une phrase est très longue, je vais au bout de la phrase très longue, donc j'ai comme ça une musicalité, on va dire, qui est première. Et qui m'aide à comprendre la langue, évidemment, qui m'aide à la comprendre. Et après, il y a beaucoup d'intuition, je dirais. C'est-à-dire que... mais c'est juste, hein, apprendre le Édouard Louis. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est-à-dire, je pense que quand je travaille du Heiner Müller, j'apprends à parler le Heiner Müller. Et c'est une chose qui se fait par ingestion. Et il faut apprendre à cohabiter parce qu'après ça habite avec vous, hein, ça s'en va pas comme ça reste, ça poisse à l'intérieur, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est collé aux parois, c'est assez mystérieux. Là je vais reprendre un texte que j'ai pas joué depuis 1 an, Je suis Fassbinder de Falk Richter. Bon ben je suis en train de le réapprendre et c'est là, c'est tout près, c'est pas loin, c'est prêt à ressortir. Donc ça aussi c'est assez mystérieux, un peu angoissant même, de savoir que ça reste à l'intérieur. Ces phrases et ces mots qui ne sont pas les vôtres, donc que vous entrez en vous et qui s'inscrivent. Et que vous mettez en scène. Ouais. Et là, la mise en scène, on a vu le dispositif, donc on a des mannequins qui incarnent le père à différents moments, ce père qui est malade et ce père avec lequel Édouard Louis se réconcilie dans ce livre-là. Alors qu'il a pu, enfant, ne pas comprendre pourquoi il pouvait à la fois refuser un cadeau et finalement lui faire un cadeau magistral, notamment avec le film Titanic. Comment est-ce que vous avez travaillé la mise en scène ? C'est-à-dire que là, on est au Théâtre de la Colline, donc la scène est grande, il y a estrade, il y a un décor qui est une cité résidentielle de ville moyenne, voilà, et il y aura de la neige aussi. Comment est-ce que vous arrivez à cette proposition-là ? Le mannequin, l'estrade, la neige et la banlieue résidentielle. Alors, c'était vraiment pas facile à faire, je tremblais jusqu'au bout. La première décision, ça a été de se dire qu'il fallait que ce soit sur un grand plateau.
Ça, c'était pas anodin, mais c'était de se dire, parce que finalement, c'est un seul en scène, on pourrait se dire, bon, allez, c'est pour une petite salle. C'est intime. C'est intime. Et très vite, je me suis dit, il écrit pour le monde, devant le monde. C'est du théâtre politique, on y reviendra peut-être. Donc, il y avait ce premier instinct, même si c'était casse-gueule, de se dire, il faut que ce soit sur un grand plateau. Donc ça a été la première chose. Donc après, une fois qu'on a dit ça, il faut l'habiter, le grand plateau. Donc avec mon scénographe, Emmanuel Clelus, et ma collaboratrice, Claire Grit Cotenceau, on a cherché à voir comment est-ce qu'on pouvait être à la fois sur quelque chose qui soit monumental, on va dire, dans le décorum, et qui puisse être aussi quelque chose de l'ordre de l'intime. Donc l'idée de ces toiles peintes très légères. Et puis de ce plateau qui serait un socle, finalement, l'espace du souvenir, l'espace de la parole. Le plus compliqué à trouver, ça a été comment représenter le père. Parce que d'une certaine manière, quand on le lit, Qui a tué mon père, une des choses qui marche vraiment, c'est qu'on n'arrive pas à se le représenter finalement. On ne sait pas quel visage il a réellement, quel corps il a réellement. Et à chaque fois que je pensais à un acteur, en me disant, bon, ben, ce sera un acteur qui sera là, tout ça, il y avait quelque chose qui tombait. Donc à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait que cet homme soit dans un lieu désert et peuplé à la fois, que le père soit un père et tous les pères. Et donc c'est là qu'est venue cette idée de ces mannequins et du fait qu'ils se démultiplient. Au tout début du spectacle, ils sont assez réalistes, donc une partie du public pense qu'il y en a un seul sur le plateau, que c'est un vrai acteur, et puis petit à petit, il y en a un deuxième qui arrive, on commence à se poser des questions. Et ça permettait aussi de raconter que Édouard, finalement, ces mots-là, il ne les a jamais dit à son père directement. Donc finalement, si j'avais mis un vrai acteur vivant, il y aurait eu quelque chose qui... Voilà. Et c'est aussi un spectacle qui s'adresse au public, c'est pas dit au public, mais il y a comme ça cet aller-retour entre raconter le monde au monde. Et puis ce père, c'est le père d'Édouard et c'est tous nos pères aussi finalement. Voilà. C'est Édouard Louis qui parle de littérature de confrontation. Hein. Et à la fin du texte, il y a quelques lignes, et vous les dites évidemment mieux que moi. Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac, l'histoire de ta souffrance porte des noms. L'histoire de ta vie et l'histoire de ces personnes qui se sont succédées pour t'abattre. L'histoire de ton corps et l'histoire de ces noms qui se sont succédés pour le détruire. L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. Là, d'un seul coup, à la fin de la représentation, il y a une dimension extrêmement politique. Est-ce qu'il y a un risque de sortir de la proposition dramatique et de la proposition du théâtre, parce que d'un seul coup, on est dans le politique pur et dur? Oui, mais bien sûr qu'il y a un risque, mais c'est ce qui me plaît. Ce qui est intéressant, moi j'ai toujours aimé les textes qui étaient problématiques au sens large du terme, c'est-à-dire tous les textes de théâtre que je monte, c'est des textes où des tas de gens disent c'est pas du théâtre. Quand j'ai monté le théâtre de Pasolini, tout le monde disait c'est pas du théâtre. Peter Handke par les villages. Bête de style, wow. Absolument. Et donc là, ce qui m'a touché dans ce texte, c'est aussi ça, c'est qu'il est discutable dans le bon sens du terme, ce texte. C'est-à-dire, effectivement, l'irruption dans le politique, dans le réel, dans nommer les responsables politiques qui ont brisé le corps du père d'Édouard, c'est un vrai parti pris. C'est d'ailleurs, finalement, dans le texte, un coup de théâtre. Hein. C'est une espèce de dérapage. Et la question, elle était de comment le faire, comment le représenter. Parce que très vite, je me suis dit que ça pouvait être épouvantable si c'était simplement une espèce de truc hurlé. Les gens qui ont tué mon père et tout ça, mais là, finalement, quand je cite Hollande, quand je cite Valls, je parle plus au dieu de l'Olympe, finalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai gardé la théâtralité, finalement, de... Qu'est-ce que c'est? Édouard posait la question, il dit, au moment où j'ai écrit le bouquin, je me suis dit, est-ce que c'est juste de mettre des noms comme Macron, Valls dans un objet littéraire? Et on peut se poser la même question sur un plateau de théâtre. Donc pour moi, Valls et El Khomri, c'est comme je dirais Agamemnon et Agrippine, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Certains se sont même sentis obligés de se défendre, puisque Martin Hirsch a écrit un livre. Alors j'ai pas le titre comme ça, mais c'est Pourquoi j'ai pas tué son père. Enfin, voilà, c'est de cet ordre. Je suis Fassbinder.
Donc ça, j'ai dit que vous étiez boulimique tout à l'heure, mais parce qu'il y a des raisons. Il y a Fassbinder, il y a Claudel, il y a Wajdi Mouawad, il y a Édouard Louis. Bon, vous êtes un habitué des multipropositions et des multiformes. Hein. Je suis Fassbinder, c'est avec Falk Richter, qui est un auteur allemand avec lequel vous travaillez régulièrement. Qu'est-ce que c'est Je suis Fassbinder? Vous avez été Édouard Louis il y a 2 secondes. Maintenant, vous allez être Fassbinder à nouveau. Qu'est-ce que c'est cette... Et en fait, donc c'est écrit. C'est une variation sur la vie et l'œuvre de Fassbinder, écrite par Falk Richter. On avait pensé appeler le spectacle « Je suis Falkbinder » ou quelque chose comme ça, parce que finalement, l'argument, c'est que Falk, aujourd'hui, en Allemagne, la figure qui l'interroge le plus face à tout ce qui se passe, face à la montée des nationalismes, il s'est posé la question, tiens, qu'est-ce qui se passerait si Fassbinder était là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il écrirait? Et il est parti, pour composer le spectacle, d'un film, d'un court-métrage que Fassbinder a réalisé dans le cadre d'un film collectif qui s'appelait L'Allemagne en automne, dans lequel Fassbinder se met en scène avec sa mère, et avec sa propre mère, et avec son amant, au moment de la RAF, de la fraction Armée Rouge, etc. Donc il est parti vraiment de ce morceau-là pour raccorder aujourd'hui avec tout ce qui nous arrive. Donc finalement dans le spectacle, oui, je joue Fassbinder, mais je joue aussi Falk Richter. Et je crois que ça c'est une des choses qui est importante dans mon parcours d'acteur, on va dire, et de metteur en scène, mais d'acteur ces dernières années, c'est que je me suis retrouvé très très souvent à incarner les auteurs eux-mêmes. Quand j'ai monté la conférence de Christophe Paulet, c'est Christophe Paulet qui parle. Même Wajdi, quand j'ai interprété dans Ciel le personnage que Wajdi m'avait écrit, Mouawad, c'était lui. Donc il y a quelque chose comme ça qui me touche énormément, de pouvoir être le porteur du corps de l'auteur, d'une certaine manière. C'est-à-dire que et pour moi, il y a une chose là qui est, avec Pascal Rambert aussi, quand je fais Clôture de l'amour de Rambert, je suis Pascal Rambert, c'est lui. Donc et là, vous faites architecture. Et architecture cet été, dans la cour d'honneur. Mais il y a quelque chose qui est... J'ai toujours aimé les auteurs. Moi, je me suis toujours intéressé avant tout à d'où ça écrit, comment ça écrit. Donc, il y a quelque chose de simple et d'évident pour moi. Donc, je suis Fassbinder, c'est une interrogation très politique aussi sur aujourd'hui. Délitement de l'Europe, crise migratoire, extrait. Ces réfugiés qui, mon Dieu, sont là, dans leur camp, à regarder des pornos sur Internet. Et ensuite, ils voient des femmes qui passent. Et alors, ils croient que ce sont toutes des putes. Ils ont appris que de toute façon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec les femmes. Et Merkel va tous les chercher. Rien que des hommes jeunes, évidemment. Alors ils se lâchent et vont chercher ce dont ils ont envie. Ils sont complètement en manque. Il faut bien que toute leur testostérone, tout leur sperme aille quelque part. Non. Ils veulent faire gicler leur sperme dans les femmes allemandes par la violence. C'est une sensation folle de puissance et de triomphe quand ils remplissent nos femmes chrétiennes blondes de leur sperme. Maman! Mais c'est vrai, Rainer. Et nos hommes allemands sont trop ramollis. Ils ne nous défendent plus. Ils sont tous beaucoup trop doux. Et je sais pas. Ils ne savent même plus comment on se bat. Comment on se bat juste avec les poings. Dans la gueule! Putain, dans la gueule! Tous, ils ne font plus que du yoga, ou vont chez le psy, ou prennent des cours de cuisine végane. Ils sont tous ensemble dans des thérapies de groupe à pleurer. Putain, tous nos hommes allemands ne font plus que pleurer. On n'est plus en sécurité. C'est pas dans le texte, hein. Oui, mais c'est bien. Oui, non, mais trop hystérique, trop cinglé. La mère de Fassbinder n'était pas comme ça non plus. Stan, je suis quand même pas cinglé. Reprends plus haut. Quoi? Plus haut. Et nos hommes allemands sont trop ramollis, ils ne nous défendent plus. Ils sont tous beaucoup trop doux, et je sais pas, ils ne savent même plus comment on se bat juste avec les poings. Dans la gueule, putain, dans la gueule! Tous, ils ne font plus que du yoga, ou vont chez le psy, ou prennent des cours de cuisine végane. Et maintenant, tu veux que les hommes allemands partent à l'attaque et protègent les femmes allemandes des réfugiés? Oui. Oui. Oui, si la police ne fait rien et que les politiques les laissent tous entrer, qui est censé nous protéger maintenant? Qui est censé nous protéger, Stan? Qui? Rainer. Non, Stan. Je veux dire Stan maintenant. On arrête ces conneries de Rainer, je suis Fassbinder.
Je lésine en bleu jean. J'aime la vie, j'aime les gens, tant que mon tempérament se désiste des eaux troubles entêtantes, tant que mon tempérament j'hésite, je cherche mes pires. Certains jours, je perds mon temps quand mon tempérament seul résiste aux eaux troubles entêtantes, tant que mon tempérament je lésine en bleu jean. J'aime la vie, j'aime les gens, tant que mon tempérament Malik Djoudi, on va revenir sur votre direction d'acteur, parce que vous êtes aussi directeur d'acteur, vous êtes aussi, la troupe, je le disais tout à l'heure, est quelque chose de très important chez vous. Dans votre actualité, il y a John, spectacle de Wajdi Mouawad, enfin en tout cas texte de Wajdi Mouawad, 1996 ou 1997, texte qui n'a pas été publié, donc qui a une histoire, parce que j'ai lu que vous pensiez que c'était un texte qu'il ne voulait pas assumer. Hein, bon. Et de quoi traite ce texte? Il traite du suicide dans les pays occidentaux des 13-17 ans. Taux de mortalité importante. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce texte? Et notamment quand vous faites travailler c'est Damien Gabriac. Hein, comment est-ce que vous le faites travailler? Parce que c'est un texte dans lequel, semble-t-il, vous avez voulu mettre des cris, des pleurs. Comment est-ce qu'un acteur est dirigé quand il s'agit d'aller au bout de sa lamentation? Déjà, il faut que la matière s'y prête. Hein. C'est-à-dire que le théâtre de Wajdi Mouawad est un théâtre... Wajdi, il le raconte très bien. Il dit que quand il était petit, il était avec sa mère dans la voiture, qu'ils écoutaient les chansons libanaises, qui étaient des chansons où on pleure, où on se lamente, où il y a un truc et on pleure et on rit après, etc. Donc, il y a quelque chose dans l'écriture. Quand j'ai monté Incendie de Wajdi, il y a maintenant, je pense, une bonne dizaine d'années, ça m'a fait avancer dans ma direction d'acteur, justement, parce que j'étais confronté à un texte où, moi qui suis plutôt un
un formaliste, où la question de l'émotion, de l'irruption de l'émotion, moi j'étais plutôt, voilà, il faut avoir le cœur lourd, mais la bouche sèche, quelque chose comme ça en tout cas. Et en fait, sur les répétitions d'incendie, il y avait ma mère qui jouait dedans, un des personnages, et qui disait des trucs atroces, le personnage disait des trucs atroces, elle vivait des trucs impossibles, et elle était très souvent en larmes au plateau. Et un jour, je lui dis, non, mais il faut que c'est trop là, t'en fais trop. Et elle explose, et elle me dit, non, mais là, ça va pas, là. Là, tu arrêtes, c'est-à-dire je veux bien jouer les dames dignes, etc., avec la douleur rentrée habituellement dans des spectacles, mais là, ça sort, mon gars, c'est obligé de sortir, c'est écrit comme ça. Et je l'ai écouté, heureusement je l'ai écouté. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des écritures qui amenaient ça, mais d'ailleurs aussi les Grecs, j'imagine, que la question de la tragédie, des larmes qui viennent, devait être là. Donc là, en reprenant un travail sur Wajdi, c'est une des premières choses que j'ai dit à l'acteur, qui jouait déjà dans Incendie, donc qui avait aussi cette pratique-là. Il faut un consentement déjà de l'acteur, c'est-à-dire ça n'existe pas de forcer un acteur. Moi, j'ai jamais cru à ça, que ce soit... pour des questions comme ça, de sentiments, de mettre des choses à nu, ou même dans un autre genre de nudité sur un plateau. Ça, pour moi, c'est inconcevable de forcer un acteur. Il faut qu'un acteur soit dans un consentement énorme pour pouvoir... Vous réussissez à pleurer, vous ? Oui, j'y arrive. Maintenant ? Alors, c'est pas simplement pleurer, c'est être ravagé, c'est-à-dire convoquer... J'ai l'habitude de dire convoquer ses morts aussi. C'est-à-dire que quand j'entre au début de certains spectacles, il y a des spectacles où il faut être tout de suite là. C'est-à-dire à la première seconde, il faut que l'émotion soit là. Et John fait partie de ces spectacles-là. Donc Damien Gabriac, il se concentre pendant 1 heure avant et il fait affleurer tous ces démons. Notre instrument, c'est notre vie. Hein. C'est tout ce qu'il y a. Convoquer les morts, oui. Voilà, et convoquer les morts. Et je me suis toujours dit que ça serait joli sur les programmes de théâtre de dire avec la participation de tous les morts qu'on convoque les uns les autres, qui sont là, sans lesquels on ne pourrait pas faire les choses. Et donc, chez Wajdi, il y a ça. Il y a un mélange de... le texte de John est intéressant, c'est son premier texte, je pense. Et c'est la matrice de toute son œuvre. Et ça meurt, et ça se suicide. Hein, oui. Et c'est un jeune homme en colère, qui a de la colère, du chagrin. Il n'est pas suicidaire, il va mourir. Voilà. C'est une boule de colère et de chagrin. Donc le premier truc que je dis à l'acteur, à Damien, quand je lui dis « Est-ce que tu veux jouer dans John ?» Je lui dis « Tu sais ce que c'est, John. C'est une boule de colère et une boule de chagrin. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ?» Et il me dit « On y va. » Et après, c'est une question de dosage. En répétition, il faut toujours faire trop. Il faut aller trop loin pour pouvoir canaliser, se dire tiens, là, il faut créer de la variation. Et là, c'est vraiment la direction d'acteur. C'est tout d'un coup l'acteur qui propose, qui va chercher en lui et qui va proposer un trop-plein, finalement, dans lequel on va sculpter, comme de la glaise, comme une matière. Et je crois d'ailleurs à ça. Je crois de plus en plus aussi à la force propositionnelle de l'acteur. Moi, j'aime travailler avec des acteurs qui viennent avec des propositions fortes et qu'on puisse être des vrais partenaires. J'aime pas l'idée du metteur en scène comme des murges, comme des marionnettes qui seraient les acteurs. Je trouve ça inintéressant au possible. À propos de la dispute de Marivaux, voici un extrait d'un film de 1997 où on vous voit comme directeur d'acteur, justement. Extrait. Je veux absolument que vous la méprisiez quand vous la trouverez. Oui, mais... Je veux qu'elle vous fasse peur. Elle s'appelle... Attendez. Elle s'appelle... Églé. Oui. C'est une... Églé. C'est incroyable ce qu'elle m'a dit là et tout. Mais ça revient là tout de même. Dans une acuité... Non, parce que ce qui m'intéresse, c'est que là, on voit l'acuité de ta pensée. Ce qui est joli, c'est que je vois, c'est que tu m'entraînes à voir ce qui se passe. C'est juste pour que moi, là, je vois ce qui se passe à l'intérieur de toi et que ça puisse me faire rêver, rentrer à l'intérieur et qu'après, quand tu vas retourner dans ce rapport, là, et ben moi, j'y retourne avec toi. Je suis chargé avec toi. Je ne te lâche pas dans ces moments-là. Oui, donc le lien s'établit toujours. Ça, c'était en 97. 22 ans plus tard, c'est toujours du même ordre. Différent. Heureusement. Non, je pense que j'ai toujours été
très près de l'acteur. C'est-à-dire, je suis au plus proche de l'acteur, je le regarde, je le scrute, je suis là pour l'aider à voir ce qui lui échappe aussi, ou ce qu'il n'a pas encore compris. Mais je laisse... là, j'étais encore très, très directif à cette époque-là. De plus en plus, mais aussi parce que je travaille avec des jeunes acteurs. Hein, on démarrait. Maintenant, je travaille avec des acteurs quand même plutôt de ma génération en général. Et du coup, je suis face aussi à des gens qui sont armés différemment, que j'ai moins besoin d'aller pousser, d'aller accoucher, je dirais. Il y a quelque chose comme ça qui a changé. Puis ils vous connaissent, hein. Oui, ils me connaissent, mais même quand je travaille avec des acteurs qui, pour la première fois, je pars plus qu'avant de ce qu'est l'acteur, plutôt que de ce que serait ma projection, mon désir. Le spectacle ne serait pas le même si je prenais d'autres acteurs. Au début des répétitions, en général, je ne sais pas à quoi va ressembler le spectacle. Et il ressemble vraiment à ce que les acteurs vont y amener. Donc, à une époque, je ne comprenais pas bien ce que disaient certains cinéastes au cinéma quand ils disaient faire la distribution, c'est 90% du boulot, après, tout est fait. Et je le comprends plus aujourd'hui, parce que je sais aussi que travailler avec des espèces de bêtes de théâtre, finalement, comme le sont des Valérie Dréville, des Laurent Poitrenaud, des Dominique Raymond, je sais pas, ça ouvre d'autres manières de travailler. Tout à l'heure, quelques mots pour vous caractériser. Tout à l'heure, je disais boulimique. Est-ce que le mot ascétique vous convient? Il est joli. Je dis oui tout de suite comme ça me plaît, mais dans la vie, je ne suis pas du tout un ascète. Je suis plutôt un bouffeur. Il y a une... Mon esthétique peut être une esthétique d'une certaine forme de dénuement, de minimalisme. Jeune, par exemple, il y a très peu de décors, et vous avez pu le jouer dans des salles sans décor. Hein, non, ça, on va dire que... Mais ça, je dirais plus que c'est la question de l'art du théâtre. C'est-à-dire que je trouve que plus on avance, plus on enlève. Mais ça aussi, c'est peut-être de vieillir aussi, tout bêtement. On va à l'essentiel. Donc, on enlève de plus en plus de choses pour être à l'os. Donc, mais... ascétique, ce serait trop... C'est marrant d'ailleurs parce que quand je fais de l'opéra, souvent, on me propose toujours des trucs, les dialogues des Carmélites, Saint-François d'Assise, et tout ça. On me prend un peu pour un ascète, alors que moi j'adorerais faire la vie parisienne d'Offenbach, j'adorerais ça. Mais on est aussi catalogué parfois à un endroit de rigueur. Par exemple, je suis un acteur, je pense que je suis un acteur qui fait très bien Édouard Louis, mais je suis un acteur comique aussi. Je pourrais faire très bien du boulevard, moi. Bon à savoir. Oui, non, mais je ne suis pas sûr que j'ai vraiment envie d'en faire. Autre mot, tyrannique. Vous pourriez l'être? Non. Je l'ai été, là aussi, quand j'étais jeune. Quand j'ai démarré, j'étais horrible avec les acteurs. Voilà, parce que je ne comprenais pas comment ça marchait. Il y a eu un moment aussi important dans mon parcours où, quand je suis sorti du conservatoire comme acteur, je n'ai pas joué pendant des années parce que je me suis consacré à la mise en scène, pendant 15 ou 20 ans quasiment. Puis après, je suis revenu jouer au théâtre pour d'autres, donc je le fais de plus en plus. Et j'ai réappris aussi à voir la fragilité de l'acteur. L'acteur, il est sur le plateau, il est exposé, il est surexposé, il est très très fragile et il faut faire attention à lui. Il ne faut pas le casser. Au cinéma, on dirige un plan, ça dure 1 minute. On peut être dur avec l'acteur. L'essentiel, c'est ce qui va s'imprimer sur la pellicule. Et puis voilà, on se prend dans les bras après, c'est pas grave. Au théâtre, c'est fragile un acteur. Donc, non, tyrannique, non. Mais je l'ai été, mais je le suis, je crois, plus du tout. Bon. Les 50 ans du TNS, non à la nostalgie, non à tout ça, non à la célébration de ce qui a déjà été, mais oui à ce qu'on peut inventer dans les années qui viennent. Comment vous y prenez ? Le premier geste, effectivement, ça a été de se dire est-ce que ça vaut le coup de fêter les 5 ans du TNS, tout le monde s'en fout, nous aussi, etc. Et puis après, je me suis dit, tiens, si je vais un peu plus loin, ça peut être un prétexte pour réfléchir, en tout cas pour créer de la pensée, pour créer Et donc très vite, je me suis dit, puisqu'on est dans des temps où
quand même, le théâtre public est fragilisé. Hein. Il n'est pas exclu que ça disparaisse. Hein. Ça existe depuis peu de temps, finalement. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les politiques publiques aillent dans le sens de le fortifier. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de se projeter à 50 ans. Donc, l'idée, là, était de se dire comment fêterons-nous les 100 ans du TNS en 2068 ? Et l'idée, elle était d'interroger ce que j'appelle les habitants du théâtre, c'est-à-dire les salariés du théâtre, les étudiants qui étudient à l'école, les spectateurs qui viennent, et tous ceux qui ne viennent pas encore au TNS, c'est de leur demander comment est-ce que vous rêvez le théâtre Toujours dans cette 50 vieille idée ans. du théâtre citoyen. Hein, Oui, tout à fait. En tout cas, d'un théâtre qui est partagé par tous ceux qui le font, qui le regardent, qui le fabriquent. Et ce qui me plaisait aussi dans l'échéance des 50 ans, c'est qu'elle permettait de travailler à la fois sur une chose qui soit de l'ordre du réel, c'est-à-dire de demander au chef électricien du théâtre à quoi ça va ressembler dans 50 ans ton métier, et en même temps de travailler sur l'imaginaire, c'est-à-dire de pouvoir se dire 50 ans, je ne sais pas, il y a 50 ans, il n'y avait pas les téléphones portables et tout ça, peut-être que dans 50 ans, je ne sais pas, le spectateur, il va venir en siège volant de chez lui pour venir dans la salle avec son siège. Donc, c'est solliciter tous ces gens-là, à la fois sur la question du réel et de l'imaginaire. Est-ce que la question de l'institution, le théâtre comme institution, est-ce que ça vous semble avoir un avenir ? Alors, je suis très partagé là-dessus. Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il explose complètement dans ses formes ? Il existera toujours hors de l'institution. Il l'a toujours fait. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très inquiet pour le théâtre. Hein. Ça existe depuis très, très longtemps. Ça a survécu à tout. Hein. Quand l'électricité est arrivée, on s'est dit c'est mort. Quand le cinéma est arrivé, on s'est dit c'est mort. Quand la télé est arrivée, on s'est dit c'est mort. Quand le net est arrivé, on s'est dit c'est mort. Et non, il y a un besoin que ça continue pour les spectateurs. Ça, j'ai pas peur. Après, c'est quelle forme ça va prendre, comment ça va se transformer. Moi, j'ai joué le jeu de l'institution, hein, c'est-à-dire que je fais partie de ceux qui ont dit si l'institution c'est épouvantable par certains côtés, parce que c'est plein il y a plein de choses ankylosées, on va dire, et en même temps c'est passionnant par d'autres côtés. Donc j'ai toujours pris le bon bout, on va dire. Donc j'y crois, oui. Après, je pense que pour que l'institution soit vivante, il faut qu'elle se réinvente sans cesse, sinon elle meurt. Il n'y a rien de plus qui peut être plus mortifère qu'une institution qui ne se réinvente pas. Et donc ça, c'est au boulot de ceux qui les dirigent, qui les habitent, de le faire. Je me disais en regardant Premier Acte, saison 5, là pour le coup ça a à voir avec les 50 ans, hein, donc c'est comment j'initie au théâtre des gens, des jeunes générations qui n'y viendraient pas forcément, et comment je les forme après les avoir castés dans toute la France et les avoir sélectionnés. Et je me faisais la remarque comme ça sur les visages que je vois et les noms que je vois, c'est très métis. Donc c'est la diversité dans toute sa splendeur, non ? Ça, c'est un boulot énorme que je fais depuis 5-6 ans. C'est-à-dire que finalement, j'avais un vrai problème quand j'allais au théâtre. Ça vient d'une chose très précise. Un jour, je suis au Théâtre de la Colline et je vois une jeune spectatrice dehors qui a la peau noire et qui est en larmes. Et je vais la voir et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et elle me dit « Je ne viendrai plus jamais dans ce théâtre ». Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que sur scène, il n'y a personne qui me ressemble ». Et je lui dis, ah bon, mais tu as besoin, pour t'identifier, tu as besoin qu'il y ait une jeune fille noire pour pouvoir t'identifier à un personnage. Et elle me dit, non, c'est pas ça le problème. C'est que quand je viens, il n'y a jamais de jeunes filles noires sur les plateaux de théâtre. Donc ça me pose problème. Et à la suite de ça, évidemment, j'ai une vraie prise de conscience. Finalement, je me suis rendu compte qu'effectivement, nos scènes ne représentaient pas la France d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui. Donc j'ai fait un énorme boulot avec le Théâtre de la Colline, avec des fondations privées aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Avec Reims aussi, non ? Avec Reims, Fondation SNCF, Fondation Rothschild. Et on a inventé un programme qui s'appelle Premier Acte, qui est un programme qui est à destination des jeunes gens issus de la diversité, pour les faire rentrer en masse dans les écoles nationales, pour que tout d'un coup, demain, ils soient véritablement sur nos plateaux. Ça a marché du tonnerre, c'est en train de prendre d'une manière pas possible. Et c'est important parce que ça rejoint cette histoire de quelles histoires on raconte sur les plateaux de théâtre aussi, et puis de cinéma et puis de télévision, hein, c'est la même question. Et qui on met sur les plateaux. Pour l'anecdote aussi, quand il y a quelques années, Hortense Archambault et Vincent Baudrier, qui étaient directeurs du Festival d'Avignon, m'avaient proposé de faire la cour d'honneur en tant que metteur en scène, j'avais dit oui si je trouve une histoire où il n'y a pas de roi, pas de reine, pas de prince, pas d'aristocrate, pas de grand bourgeois, etc. Et j'avais relu un peu tout le répertoire, et j'avais eu du mal. Hein. Et vous avez trouvé quoi ? J'avais trouvé Peter Handke par les villages, avec l'ouvrier Hans au centre du jeu. Et ça, pour moi, c'est une vraie question. C'est
quelles histoires on raconte aujourd'hui sur ces scènes-là. Et pour raconter ces histoires-là, il faut savoir aussi quels sont les acteurs qui vont les dire. Et en grande majorité, quand même, les acteurs, metteurs en scène, directeurs de théâtre en France sont plutôt issus de la moyenne bourgeoisie ou de la grande bourgeoisie. Il y a des exceptions, mais donc racontent des histoires qui leur ressemblent. Donc là, c'est, je dirais, le boulot du théâtre public, et c'est ce qu'on essaie de faire au TNS, notamment à Strasbourg, de faire péter un peu tous ces cadres-là pour que ça s'ouvre beaucoup plus aussi à ceux qui vont faire le théâtre et qui viendraient de milieux sociaux défavorisés ou de... Il y a un mot qu'on vous souhaite et finalement qui vous convient bien, c'est le mot reconduit. Vous avez été nommé en septembre 2014 au TNS. A priori, vous serez reconduit en septembre 2019. A priori, oui. A priori. C'est bien ça. C'est pas moi qui décide. Non, on va laisser ça à la tutelle de l'institution. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, j'ai amené quelque chose. C'est quoi? Alors j'ai amené, parce que je cherchais je me suis dit quelque chose qui est un lien aussi avec le sujet. En fait, c'est... Ma mère est décédée l'an dernier et ma mère me parlait très peu de mon père. Et j'ai retrouvé dans ses archives... Alors votre mère, c'était... Véronique Nordet. Oui. Et votre père, c'est... Jean-Pierre Mocky. Et donc mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Et j'ai retrouvé une espèce de trésor, une espèce de chose comme ça, qui sont les 3 lettres que mon père a écrites à ma mère au moment où elle s'est enfuie du domicile conjugal avec moi. Pourquoi c'est cet objet-là que j'ai amené? Parce que c'est cet endroit, et Édouard Louis parle de ça. Cet endroit, ça a été une sidération pour moi de lire ces lettres-là, parce que j'ai lu des lettres d'amour incroyables. Je ne pensais pas mon père capable de pouvoir écrire comme ça, tout bêtement. Et ça a ouvert tout un pan d'une histoire inconnue, qui n'est pas un secret de famille, mais tout d'un coup une ouverture comme ça. Et c'était très très frappant pour moi de voir à quel point les histoires, on peut échapper à des histoires, on peut ne pas savoir ce qui existe vraiment dans les gens qui sont les plus proches de vous. Et donc ces lettres-là, depuis, ces 3 lettres manuscrites, voilà, qui sont dans un petit plastique comme ça, et qui m'accompagnent parce qu'elles me rappellent tout le temps que finalement tout est possible, que tout est possible et qu'on a des pans entiers de soi qui sont à ouvrir sans cesse. Je vous laisse les lire et les garder, et c'est très beau. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure, et merci pour des mots de minuit. Donc votre actualité, on en a largement parlé. On mettra toutes les dates qu'il faut. Peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Quels sont les auteurs contemporains que vous n'avez pas encore adaptés, que vous auriez envie d'adapter? Alors, qu'est-ce que je lis? Je lis Sonia Chiambretto, Police, au pluriel, qui vient d'être éditée par Arche, qui est une auteure contemporaine très, très passionnante. Qu'est-ce que je viens de lire? Quelque chose qui est complètement autre chose, qui est l'enquête de Wittgenstein par Roland Jacquard, parce que le personnage que Pascal Rambert m'écrit pour Architecture cet été est inspiré de la figure de Wittgenstein. Donc voilà. C'est pas rien, Wittgenstein non plus. Non, c'est pas rien. Fin de cette émission. Merci Stanislas Nordet d'avoir été dans cette émission des mots de minuit. Je vous rappelle quelques conseils de lecture. Ala El Aswany, J'ai couru vers le Nil, c'est publié chez Actes Sud. Ala El Aswany, actuellement, il enseigne la littérature aux États-Unis. Il a d'abord été chirurgien-dentiste en Égypte. Il est en délicatesse avec les autorités de son pays parce qu'il a voulu parler de la révolution en Égypte. Édouard Louis, Qui a tué mon père, texte au Seuil, texte écrit pour le théâtre et incarné aujourd'hui par Stanislas Nordet, c'est à la Colline. Et puis quelques autres spectacles, Wajdi Mouawad par exemple,
Et puis Rambert, hein, ça ce sera à Avignon à la cour d'honneur au mois de juillet. Je voulais vous signaler Joseph Pontus à la ligne, feuillet d'usine, la table ronde. On a reçu il n'y a pas très longtemps Joseph Pontus, mais je trouve que ça a à voir avec tous ces gens qui essaient de se mettre au clair avec leur origine, qui a tué mon père Édouard Louis, avec leur travail. À la ligne, comment je travaille sur une chaîne ou comment je travaille à l'abattoir, c'est Joseph Pontus. Et puis je voulais vous signaler aussi de Maria Pourchet que nous recevrons bientôt, Toutes les femmes sauf une, c'est publié chez Pauvert. Et Maria Pourchet essaie de casser le langage qui a été passé des grands-mères aux mères et aux filles, etc., pour éviter qu'Adèle, qui est la fille dont elle vient d'accoucher, ne subisse pas cette assignation qui a été inscrite dans le langage de générations de femmes. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, mais la Californie, le plus grand État américain, a décidé de surseoir à toutes les exécutions, et ça concerne plusieurs centaines de personnes qui sont dans les couloirs de la mort aux États-Unis. Et puis par ailleurs, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.